Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau dans Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble 2025 qui a commencé depuis maintenant 1h30 et on va ouvrir ce premier débat autour de la formation parce que vous le savez, dans les périodes économiques plus tendues, la force de vente est plus importante que jamais et évidemment cette force de vente on la veut toujours plus performante, voire de plus en plus performante. Et la formation est évidemment un levier très utile et intéressant, d'autant que cette formation, elle aussi, elle est en pleine évolution. Et on va en parler aujourd'hui avec Roberto Drapon, formateur et consultant indépendant. Vous avez été formateur pendant 15 ans et maintenant vous proposez des conseils et des formations sur mesure. Loïc Aubry, bonjour, vous êtes responsable du développement et des talents et formations chez But. Et puis Alexandre Cassis, responsable formation du groupe Adova et dirigeant de l'Académie du Sommeil, qui est le premier organisme de formation professionnelle dans l'univers du sommeil et de la literie. Bonjour. Bonjour à tous. Et on remercie Maxime Gouet, journaliste à Univers Habitat, qui a préparé cette table ronde avec méticulosité et attention. Alors, si vous le voulez bien, on va peut-être partir de certaines idées reçues. La première, c'est que la formation, c'est surtout un coût et que ça coûte de l'argent et c'est du temps où j'ai pas ma force de vente à disposition finalement. Comment on fait pour contrer cet argument et que montrer que la formation, c'est surtout un investissement, Alexandre ? Alors déjà, tout d'abord, les comportements des consommateurs ont énormément évolué et changé. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus, les consommateurs sont de plus en plus renseignés, avertis. La formation, c'est un investissement. C'est un investissement pour ses équipes, pour le magasin, pour la pérennité de la garantie du chiffre d'affaires. Nous, on a fait un test sur une année, on a formé nos démonstrateurs, on a évalué la capacité de nos démonstrateurs sur une année. Donc l'augmentation du prix de vente moyen, c'est 22% de plus entre un vendeur qui est formé, accompagné, et un vendeur qui est non formé. Donc c'est un réel investissement sur le long terme. Donc il y a des vraies retombées sonnantes et trébuchantes, Loïc, mais il y a aussi un autre effet qui est ultra important, c'est que finalement, un collaborateur qui est formé, c'est un collaborateur qui se sent, j'allais dire, valorisé. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Oui, c'est ça, on est sur de la valorisation. La formation, je rejoins Alexandre, c'est indispensable, surtout dans notre secteur, un secteur qui évolue aussi vite, sur les produits, sur les services, sur les outils, les attentes clients. Donc quand on va former un collaborateur, on va le valoriser. Un collaborateur qui se sent valorisé, c'est un collaborateur qui est plus engagé et donc qui va plus rester dans l'entreprise. Donc avec la formation, on agit sur la stabilisation des effectifs et quand on agit sur la stabilisation des effectifs, on agit sur la stabilisation du chiffre. Donc on va aller agir sur la compétitivité, la performance commerciale, mais avec la formation, on va aller surtout agir, c'est un levier fort d'action sur la qualité de la relation client. C'est un peu le cœur de notre métier. Le client, quand il se déplace en magasin, alors déjà, il fait l'effort de venir. Il pourrait rester chez lui derrière son parce qu'aujourd'hui, c'est un effort de venir en magasin. Alors, je le dis de manière un peu caricaturale, mais effectivement, il pourrait rester chez lui derrière son PC sur un site marchand, le site de But qui est très bien, la marketplace de But qui sont très bien. Mais voilà, il vient chez nous, donc il vient chercher un conseil. Donc en face, il faut qu'il ait un vendeur compétent, un vendeur qui va s'intéresser à son projet, qui va écouter son histoire et qui va lui trouver la solution la plus adaptée. Et évidemment, la formation sur ça, elle a un impact déterminant. Roberto Drapon, l'autre question, c'est que la formation, ok, mais à quel rythme on se forme ? Est-ce que qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Est-ce que c'est une très grosse session de formation une fois par an, 2 fois par an, ou alors est-ce que c'est des petites formations tout au long de l'année qui vont durer, je sais pas moi, une demi-journée, quelques heures dans la journée tout au long de l'année ? Très bien. Déjà, merci à Esprit Meuble et à Univers Habitat pour l'organisation de cette table ronde. Effectivement, le sujet de la formation continue est très, très important et trop souvent délaissé dans un certain nombre de secteurs. Le secteur de la cuisine, par exemple, et de la salle de bain ne font pas défaut à cette règle. Il faudrait, à mon sens, à minima, une piqûre de rappel tous les ans. Et les thématiques dans les métiers de l'aménagement, de l'agencement, de la cuisine, de la salle de bain, de l'ameublement sont tellement importantes qu'il y a de quoi faire. Et donc, on pourrait faire ces piqûres. Donc, pour moi, à minima, une fois par an, tâcher de motiver, ce qu'expliquait Loïc à l'instant, pour faire
participer tous les collaborateurs à des formations diverses et variées. Donc une fois par an, c'est le minimum syndical, mais l'idéal, c'est un peu plus. C'est une grosse session une fois par an et puis peut-être des petites formations en ligne ou des choses comme ça pour... Ouais, pour moi, ça sera différentes modalités pédagogiques qu'il faudra mettre en place et effectivement un gros bloc sur une thématique bien précise et puis des piqûres de rappel. Ça, c'est l'idéal pour la formation continue. Chez But, Loïc, où j'imagine qu'on a une force de vente importante, c'est quoi le format idéal? Est-ce qu'il y a différents formats que vous avez mis en place? Et c'est quoi le format idéal selon vous? Alors, effectivement, plutôt que des blocs massifs, une fois par an, on peut imaginer intégrer la formation dans le quotidien des collaborateurs sur des formats courts, impactants, immédiatement accessibles. Donc ça peut s'avérer comme plus utile. Distiller quelques heures de formation tout au long de l'année, ça peut s'avérer plus efficace que 2-3 jours de formation ou 5 jours de formation une fois dans l'année. Et alors les formats qu'on va privilégier sont des formats qui sont blended, donc des formats qui sont à distance, avec des e-learning, des vidéos, des tutos évidemment, mais on est aussi beaucoup sur le format présentiel, sur des formats courts, en mode coaching, sur le terrain, par petits groupes, et on va être donc sur les équipes de vente, sur le terrain, on apprend la vente par les pieds, en s'entraînant, donc on va faire de la mise en situation, du coaching et des jeux de rôle sur le terrain. C'est-à-dire concrètement, on simule une vente, il y a un des participants qui joue le client, on demande à un des participants de faire la vente, et puis il y a des gens qui observent et qui débriefent, c'est ça? C'est exactement, ouais, on se fixe un objectif avant la mise en situation, avec un brief en amont, un brief en aval, et puis tout le groupe derrière débrief de la manière dont ça s'est passé. Alexandre Cassis, quand on pense formation, on pense forcément technique et connaissances. Est-ce que c'est à ça que les formations elles doivent être consacrées pour vous, particulièrement dans le monde de la literie qui vous intéresse? Alors, le consommateur, avant d'acheter un produit, va acheter déjà le vendeur. Donc, la technique, elle est importante, mais pour moi, ce n'est pas l'élément clé. L'élément clé, c'est la relation que l'on va avoir avec son client. Rassurez-moi, on ne dort pas forcément avec le vendeur après. Tout à fait, exactement. Okay, dans le rayon literie. C'est pour ça. Et malheureusement, plus on va être dans la technologie, moins le consommateur va comprendre ce que le vendeur dit, et plus par conséquent, il va se renseigner. Alors former des vendeurs, c'est pas empiler des grands discours, c'est parler simplement pour que le consommateur puisse se transformer et parler avec le consommateur de façon très simple, avec des bons arguments percutants. Mais il faut travailler vraiment le consommateur en profondeur, comprendre ses besoins, quels sont ses besoins, pourquoi il est là et comment moi je réponds à ses attentes. C'est ça la formation. Et la formation, elle se fait vraiment, je dirais, elle peut se faire effectivement, comme le dit Loïc, avec des éléments de e-learning, etc. en appui. Mais la formation sur le terrain, quand on parle avec des vendeurs où on est vraiment dans le réel, dans le concret, là, c'est des arguments qu'on peut vraiment mettre en place dès le départ. C'est-à-dire que la technique, c'est suffisant, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, et que c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est ça? Tout à fait. La technique, c'est secondaire. Ce qui est indispensable, c'est la relation que l'on va avoir avec son client. La relation, c'est clé. On est au centre de tout. Roberto, est-ce que ce que Alexandre nous dit pour la literie, ça vaut aussi pour les autres secteurs? Tout à l'heure, vous parliez de la salle de bain, de la cuisine, de l'aménagement, etc. Est-ce que là aussi, la technique, c'est secondaire? C'est vrai que si moi, j'ai envie d'avoir un dressing sur mesure, à la limite, la façon dont il est monté, ça ne m'intéresse pas beaucoup en réalité. En tant que client, je veux dire. Oui, alors effectivement, là, il pourrait peut-être y avoir un tout petit point de divergence. Pour moi, c'est véritablement un équilibre entre les deux. Aussi bien sur la gestion de la relation commerciale, comment accueillir, comment découvrir les besoins du client. Et quand on est sur des projets d'agencement et d'aménagement, il va falloir poser beaucoup de questions parce que la technicité ne s'arrête pas à un seul produit. Vous allez avoir le meuble, vous allez avoir l'électroménager, vous allez avoir les sanitaires, les matériaux. Et donc, il va y avoir une multiplicité comme ça de sujets techniques. Pour pouvoir les aborder sereinement, il faut avoir une bonne empreinte commerciale et une bonne méthodologie. Là maintenant, les formations cuisine, j'arrive à les analyser sur les 50 dernières années. D'accord ? En 73, on monte les premières formations de cuisine. Et c'est périodique. Un coup, on a l'impression de former les gens trop à la vente, un coup, trop à la technique. En ce moment, c'est la technique qui nous manque. Très clairement, on se retrouve face à des clients qui maîtrisent mieux l'électroménager que les vendeurs. Et là, ça pose une véritable problématique. Parce que si le vendeur n'a aucune valeur ajoutée sur la partie technique, ça devient compliqué.
En revanche, je rebondis sur ce que disait Alexandre, le rôle du vendeur, c'est de maîtriser la technique, mais de savoir en parler de manière très très commerciale. Et de savoir l'incarner finalement. Et de savoir l'incarner. De savoir l'incarner et en faire la pédagogie très clairement. Loïc, j'ai une question qui me vient en tête. Quand on parle de formation, souvent les gens qui sont formés, ils peuvent avoir un peu le syndrome du retour à l'école, avec un peu la peur du mauvais élève. Comment on fait quand on est comme ça responsable de la formation, de force de vente, de dire écoutez, c'est pas un truc avec une sanction au bout, c'est juste quelque chose qui est fait pour vous et pour vous aider à progresser. Et comment on arrive à instiller ce discours-là? Oui, alors tout ça, ça se passe par la pédagogie et la façon d'animer des formateurs. Nous, les formations qu'on propose chez But, c'est absolument pas des formations théoriques. On est vraiment sorti beaucoup de ça. On propose des formations pratico-pratiques. En phase 2, les collaborateurs, ils ont des animateurs qui sont des professionnels, qui parlent le même langage que eux, qui ont les mêmes enjeux et qui comprennent surtout leur quotidien et leur façon de faire. Donc avec ce discours-là, cette communication et cette manière d'animer les groupes, on permet aux collaborateurs de se sentir à l'aise et pas sur les bancs de l'école. Il y a évidemment... Vous vouliez ajouter quelque chose, Roberto? Ouais, non, c'était vraiment la transformation des méthodes pédagogiques. C'est-à-dire que là, on va être sur des méthodes participatives qui vont permettre d'inclure l'apprenant. Et l'apprenant, je vais l'appeler comme ça, hein, le stagiaire ou le collaborateur, va être au centre de la formation et de limiter le plus possible le descendant et ces méthodes pédagogiques que l'on a pu connaître à l'école et qui ont traumatisé beaucoup de monde, effectivement. Moi y compris, je vous le rassure. Aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle partout. Quand on parle de formation utile pour les vendeurs, et vous le dites tous, hein, la formation sur le terrain, humaine, relationnelle, c'est finalement ce qu'il y a de mieux à vos yeux. Est-ce que l'IA dans la formation, c'est un gadget ou c'est un outil qui va tout bouleverser, Alexandre? Alors, l'intelligence artificielle, elle peut accompagner les vendeurs et même le formateur pour la partie création du contenu, pour la méthodologie pédagogique, etc. Et après, bien évidemment, ça reste un appui. C'est voilà, comme le disait Loïc, il y a plusieurs éléments que l'on peut mettre en place pour la formation. Il y a le blended learning, il y a le e-learning et effectivement, l'intelligence artificielle peut avoir je dirais un pilier dans le sens global de la formation. Roberto, vous, est-ce que vous utilisez l'IA pour préparer vos formations, pour les concevoir? Ouais, alors pour effectivement certaines programmations, ça m'arrive, pour faire des contenus et des présentations, faire des choses peut-être parfois plus dynamiques. Et là, en ce moment, j'utilise l'intelligence artificielle pour l'individualisation de la formation. Je travaille parfois sur des groupes qui sont importants et quelquefois on a besoin de faire ce qu'on appelle des remédiations ou des médiations, ça parle aux pédagogues. Et l'idée, c'est de se dire, mon cours il est construit, mais je vais le modifier pour un ou deux collaborateurs parce qu'on sent que ça passe pas. On n'a pas forcément la bonne méthode, les bons éléments et quelquefois on va utiliser l'intelligence artificielle pour nous trouver une méthode pédago, un exercice un petit peu spécifique. Et là, j'utilise beaucoup pour ça. Ça m'aide énormément. Voilà, c'est un outil à l'appui des formateurs. Vous diriez la même chose, Loïc, aujourd'hui. Oui. L'IA, c'est surtout pour aider les formateurs à mieux penser leur formation et pas tellement pour délivrer la formation. Ouais. Alors c'est vrai que l'IA, elle va prendre une place de plus en plus importante. Elle en a déjà une très importante. Et l'IA, elle va permettre surtout de personnaliser les parcours en fonction des attentes, des besoins, du rythme des apprenants. Chez But, on s'intéresse à l'IA plutôt comme un support, un outil, plutôt qu'évidemment comme un remplacement. Bien sûr, l'IA, elle permet de faire gagner du temps aux formateurs. Bien sûr, elle permet de créer du contenu de manière peut-être un peu différente, raconter une autre histoire autour de la formation, sur les contenus. Mais on reste persuadé que ce qui donne le sens, c'est l'humain. Voilà, et ben ce sera le mot de la conclusion. La formation, c'est un investissement et elle est efficace quand elle est humaine. Merci à tous les trois, Roberto, Alexandre, Loïc, d'être venus aujourd'hui à Esprit Meuble dans Studio M pour parler de formation. Sujet extrêmement important. Merci à vous, de nous avoir regardés. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau débat sur Studio M. Bonne visite si vous venez nous rendre visite ici, porte de Versailles. Et sinon, à tout à l'heure.